Une soirée au Club Oscar. Paris, septembre 1931. Entre Sorbonne et Panthéon, l'automne précoce avait aboli ses couleurs chaudes pour les gris grincheux des orages violents et capricieux. Chacun avait passé la journée à essayer de se mettre à l'abri, et pas que de la pluie. Depuis la mort de sa grand-mère, 5 ans auparavant, c'était un peu l'ultime refuge de Théodore Compas. Le club Oscar. Un peu son club Diogène à lui, bien que l'on n'y fît pas vœu de silence. Au contraire, c'eût été un camouflet à son inspirateur, le pléthorique Oscar Wilde, que d'y imposer de se taire. Créé en 1900, juste après la mort du père de Dorian Gray, le club Oscar était feutré, avec une idée du luxe qui dépassait le tape à l'œil pour s'inscrire dans la maxime de son modèle « J'ai des goûts simples, je n'aime que le meilleur ». Le club Oscar était presque un oxymore à lui tout seul. Il n'acceptait que des aventuriers, mais dans plusieurs acceptions du terme. Quel que soit l'uniforme de leurs exploits, brousse, jungle, désert, ambassade, ciels ou souterrains, horizons impalpables des frayeurs mystiques ou récifs de la finance, encore devaient-ils ici être des dandys sachant faire preuve d'esprit. Pour tout cela à la fois, Compas avait accosté ce club, havre pour des hommes pleins d'esprit et d'esthétique, aventuriers et amateurs d'occulte. Depuis quelque temps, ce saint des saints lui semblait presque une forteresse, depuis qu'il avait découvert la trouble existence et les terribles pouvoirs de la société des vieilles têtes à longs chapeaux. Une espèce de secte tout aussi sorcière que mécaniste. Cette journée parisienne de 1931 avait eu toutes les allures d'un été londonien. Les averses avaient fouetté la capitale toute la journée et l'humidité s'était inscrite partout. On sentait la Seine jusque dans le cœur des baguettes de pain. Un frisson précoce, piquant narines et poumons, avait parcouru la ville lumière dès le crépuscule. À sa garçonnière esselée de Montparnasse, Compas avait préféré le feutré chaleureux, maltais et tourbé de son club. Son whisky de Sky s'éclusait tout seul dans son gosier. Encore humide, malgré ses bottines sur mesure de cuir ciré, ses pieds s'étiraient vers les flammes de la cheminée à la laine rubiconde et ardente d'un dragon facétieux. Compas savait que là, aucune vieille tête à long chapeau ne pourrait le traquer, eux qui avaient même subverti un de ses meilleurs amis, l'ingénieux Kleinwerk. Compas s'assoupissait sur un volume en anglais du Dr Jekyll and Mr Hyde lorsqu'un brouhaha crépitant d'excitation gagna les petits groupes de membres qui discutaient ou lisaient les quotidiens du soir à l'encre encore humide. Théodore avait l'habitude de l'effervescence slave puisqu'il était un intime des plus sémillants membres de la diaspora des Russes blancs de la capitale. Il ne réagit pas tout de suite. Il ne pouvait pas s'agir d'une femme, encore moins d'une belle femme. Donc il ne voyait pas l'intérêt de lever ses yeux de ces lignes floues où se mêlaient intimement l'homme et le monstre. Quand il fut évident à ses oreilles que l'excitation ne fondait pas, il daigna jeter un coup d'œil par-dessus le haut dossier de son confortable fauteuil bergère à oreilles en douillet cuir vert d'eau. Une moue de dédain lui figea son visage malgré lui. Un aventurier oiseux, doublé d'un ténor de l'édition, s'immisçait dans le club. Son club. Il reconnut immédiatement ce satané André Malraux, récemment choisi pour un poste important chez Gallimard. L'homme avait chauffé les gorges des salons, pas seulement littéraires, l'année précédente avec sa voix royale, inspirée de ses souvenirs de pilleurs de reliques au Cambodge. Si Compas ne mettait pas en doute les exploits aventureux du bellâtre, il était moins séduit par son côté pillard. Mais une mauvaise grimace lui tordit finalement le nez. Malraux n'était pas seul. Il était accompagné d'une espèce de lord en grande tenue noire, hautement chapeauté.
ce qui dérogeait déjà à la simple politesse de se découvrir en entrant au club, tout comme les lunettes à verre trop fumées que l'homme portait sans cesse. Chacun de ses interlocuteurs se fendait d'un « sir » mielleux. Ce titre était souvent suivi du nom complet lorsqu'on le présentait, ou du seul prénom lorsqu'on s'adressait à lui. Sir Harold Cardwell. Il connaissait le nom du sulfureux personnage, une des deux têtes pensantes de celle à long chapeau. Mais Compass se reprit très vite. Il appliqua immédiatement les méthodes de ses 3 maîtres détectives, Sherlock, Mycroft et l'homme qui avait inspiré Mycroft à Conan Doyle de son propre aveu, tiens, justement, Oscar Wilde. Compass observait et déduisait. Une chose le frappa. Aucun des membres du club ne fit la fine bouche lorsqu'il fallut saluer puis discuter avec l'homme au regard noir. Au contraire, même si parfois des tics nerveux, des mimiques réflexes inconscientes trahissaient chez certains la crainte ou la répulsion qu'ils masquaient assez habilement, l'obséquiosité le disputait à la flagornerie. Comme des rats flattant Ramina Grobis, même les plus arrogants patelinaient matois devant le maître ténébreux des arcanes obscurs et manipulateurs. Malraux, comme toujours, rayonnait. Mais le soleil noir qui l'accompagnait les magnétisait tous et éclipsait l'écrivain baroudeur et mondain. Le tableau rappela à Compass un quatrain de Nerval. Même si les huiles du club, ses fondateurs, s'étalaient en auréoles frémissantes devant Sir Harold Cardwell, qui disait peu, répondait peu, et accueillait avec une condescendance bienveillante les compliments et les remerciements. Alors, Compass comprit. L'homme sans regard n'était pas là en invité, encore moins en simple visiteur. Il était là en tant que bienfaiteur implacable, peut-être même en tant que fondateur, à moins que ce ne soit son compère le muet, dont on trouvait trace troublante dans les précieuses lignes privées de Wilde. Compass comprit aussi qu'en cette soirée, on lui donnait une leçon. Et s'il n'avait un refuge que parce qu'on l'y avait piégé, bien avant qu'il ne sache même que ces effrayants chantres des ténèbres existaient et régnaient. Et si finalement tout cela devenait plutôt un atout, plutôt qu'une crainte? Et s'il se faisait plus diplomate avec ces vieilles têtes trop bien faites? Car, par-delà leur démonstration de force feutrée de ce soir, Compass réalisait soudain toute la toile qu'il tissait dans toute l'Europe, dans tous les milieux, des ambassadeurs aux occultistes en passant par les chevaliers d'industrie et les savants, sans oublier les politiciens dont certains mangeaient dans leurs mains, ici et ailleurs. Des liens si profonds. Il pourrait peut-être l'aider à retrouver des renseignements sur ses parents et enfin savoir ce qu'il était malheureusement advenu d'eux 30 ans plus tôt. Et si, finalement, il se faisait enjôleur, à la façon d'Oscar, jusqu'à se laisser enrôler? Wilde lui susurra à l'oreille interne « Je résiste à tout, sauf à la tentation. » Je résiste à tout, sauf à la tentation.